Donc, la part des infections urinaires dans les infections chez le patient diabétique, donc on en parle des infections chez le diabétique depuis le début de l'après-midi. Et par exemple, cette étude donc, de population diabétique aux urgences, aux USA, donc sur 10 millions quand même de patients qui sont présentés aux urgences, 10 millions par an, 10% des patients diabétiques venaient pour une infection, et dans 30% des cas, c'était pour des infections urinaires qu'ils consultaient. Alors, vous connaissez les Américains, donc eux, ce qui les a intéressés, c'est le coût, et donc ils ont vu effectivement qu'il y avait un coût très important lié à ces infections urinaires. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon truc, là, c'est dans le désordre, mais bon, voilà mon introduction qui survient après. Donc, pour vous dire simplement que la définition est très importante de l'infection urinaire. Donc, il faut qu'on se mette d'accord d'emblée sur ce que c'est qu'une infection urinaire. C'est l'association de symptômes du bas appareil ou du haut appareil urinaire avec une uroculture positive. Et de gravité croissante, on aura la cystite, la pyélonéphrite, et puis les sepsis sévères. Alors, dans cette étude épidémiologique réalisée donc, aux États-Unis sur 70 000 patients diabétiques de type 2, l'incidence d'infection urinaire sur un an était estimée en gros à 8% dans l'ensemble de la population, 12,9% chez les femmes, 3,9% chez les hommes. Et on voit bien sur cette diapositive que cette incidence augmente évidemment avec l'âge. Chez les femmes, elles ont quand même un petit pic, dans la période de jeunes femmes, hein, c'est classique, c'est bien connu, lié à l'activité sexuelle, et plus importante, et puis plus de risques peut-être, et puis chez la personne plus âgée, avec une augmentation aussi chez l'homme. Alors, dans le registre, il y a un grand registre des databases au Royaume-Uni, où ils ont comparé 135 900 patients diabétiques à une population témoin. Il y avait 54% d'hommes et d'âge moyen 63 ans. Et vous voyez l'incidence des infections urinaires pour 1000 personnes années, là encore, dans le diabète versus pas de diabète. Et on peut conclure qu'effectivement, le diabète augmente d'environ 2 fois le risque d'infection urinaire dans les deux sexes, et que dans les deux sexes, les femmes ont 3 à 10 fois plus d'infections urinaires chez l'homme, liées essentiellement à la longueur de l'urètre. Hein. Et que l'âge, alors on en parle aussi depuis le début de l'après-midi, l'âge c'est un facteur de risque indépendant d'infection urinaire et d'hospitalisation pour infection urinaire, et que l'âge, eh ben, il atténue la différence là, entre les deux sexes, entre les hommes et les femmes. Alors, les signes cliniques, je pense que tout le monde les connaît, mais je pense que ça vaut le coup de les rappeler. Donc, la cystite, c'est bien le bas appareil. Donc, c'est la polyachyurie, c'est-à-dire c'est des mictions très, très fréquentes. L'urgenturie, alors là, c'est hyper pressé. Les pubalgies, donc les douleurs. Et il y a dans la cystite aucun signe systémique d'infection. Il n'y a ni fièvre, ni frisson. C'est une infection du bas appareil. Voilà, c'est très important de faire la différence parce que les traitements sont très différents. Et puis, la pyélonéphrite, tout le monde connaît, la fièvre, les frissons, la douleur rénale. Voilà. Donc, les études montrent bien que le diabète n'induit pas de différence dans la symptomatologie, mais que chez les femmes, l'âge et l'obésité sont liés à une symptomatologie plus fruste. Donc, quelquefois, les femmes âgées et obèses, enfin, en état de surpoids ou d'obésité, ont une symptomatologie plus fruste. Et puis que quelquefois, l'infection urinaire favorise bien sûr le diabète et que ça peut être un mode de révélation, une pyélonéphrite, un mode de révélation du diabète. Le diagnostic, il est facile. C'est la bandelette urinaire dans laquelle on recherche les leucos et les nitrites. Alors, l'absence de l'écho élimine le diagnostic, même si on trouve des germes après à l'ECVU ou tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas de leucos, il n'y a pas d'infection urinaire. Par contre, les nitrites, c'est possible qu'il n'y ait pas de nitrites. Soit parce qu'il n'y a pas assez de germes, si je puis dire, soit parce que c'est des certains grammes moins. Donc l'absence de nitrite n'élimine pas. Par contre, on trouve facilement hématurie et protéinurie. Et juste pour rappel, vous savez que la microalbuminurie, il ne faut surtout pas la chercher chez les patients qui ont une infection urinaire. Elle sera positive et il faut attendre que tout soit traité pour vérifier. Alors je voudrais insister sur un élément particulier qui est la bactériurie asymptomatique. Qu'est-ce que c'est par définition? On retrouve des germes, colonisation urinaire de 10 puissance germes sur 2 échantillons chez la femme ou un seul même chez l'homme, mais sans aucun signe clinique. Et c'est une prévalence qui est importante. Dans la population diabétique, on estime que 14% des femmes
sont porteuses d'une bactérie URI asymptomatique. Chez les femmes non diabétiques, c'est 5%. Et chez l'homme, 2,3% dans le diabète, 0,8% quand on n'est pas diabétique. Donc le risque relatif dans la population diabétique d'avoir ce qu'on appelle une bactérie URI asymptomatique, c'est 2 fois plus. Il n'a pas été mis de relation avec l'hémoglobine glyquée, mais une association avec la neuropathie. Alors, est-ce que, quand on a une bactérie URI asymptomatique, en gros des germes dans les urines, on risque de faire une bactériémie? Alors là, il y a une étude assez intéressante, qui est récente, publiée en 2024, qui montre chez une cohorte de 11 590 patients hospitalisés, chez qui on avait trouvé, parce qu'on avait cherché une bactérie URI asymptomatique, ils n'avaient aucun symptôme, on a fait un ECVU. Le risque finalement de bactériémie d'origine urinaire est très faible. Il est d'1,4%, et dans la population avec des troubles cognitifs, c'est encore plus intéressant, le risque est encore plus faible, finalement, il est de 0,7%. Alors que quand les gens sont symptomatiques, on a beaucoup plus de chances, effectivement, de trouver une bactérie. Et dans quel cas on trouve plus facilement une bactériémie? Finalement, c'est chez l'homme. C'est bien sûr s'il y a une rétention urinaire. Et puis si simultanément, il y a une leucocyturie, bien sûr. Et donc finalement, dans cette étude, ce qu'il montrait, c'est que 78,4% des antibiothérapies auraient pu être évitées. Et pour voir s'il y a une différence dans cette population entre ceux qui étaient diabétiques et non diabétiques, la réponse est non. Que les patients soient diabétiques ou non diabétiques, ils ne faisaient pas plus de bactériémie quand ils avaient des germes dans les urines. Voilà. Alors, regardez pas le tableau de gauche, il est très chargé, c'est évident. Tout ce qui est intéressant est à droite. C'est une Cochrane, donc vous savez que les revues Cochrane, c'est des grandes méta-analyses qui analysent vraiment toute la littérature sur un sujet particulier. Et donc ils ont comparé traitement antibiotique ou pas de traitement quand on a une bactérie URI asymptomatique. On ne fait pas plus d'infections urinaires symptomatiques, on ne fait pas plus de complications, pas plus de décès. Par contre, il y a plus d'effets secondaires, beaucoup plus. Le risque relatif est de 3,77. Donc, vous me voyez arriver, je pense. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice à court ou moyen terme du traitement antibiotique d'une bactérie URI asymptomatique sur aucun facteur. Ça augmente simplement le risque de résistance des germes. Et donc, toutes les recommandations, y compris les dernières recommandations de 2025 de la Société européenne d'urologie, sont très clairs. Le diabète en soi n'est pas une indication ni à rechercher, ni encore moins à traiter une bactérie URI asymptomatique. Et l'HAS, la Haute Autorité de Santé en France, est tout à fait d'accord. Donc en gros, il ne faut pas chercher si le patient est asymptomatique. Ça change un peu peut-être des données des idées qu'on avait. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu. Voilà. Alors, quels sont les facteurs de risque de faire une infection urinaire dans la population générale? Vous les connaissez, c'est avoir une anomalie fonctionnelle ou anatomique de l'arbre urinaire. Donc, c'est avoir été opéré ou avoir des antécédents, effectivement, de pyélonéphrite ou des anomalies, de reflux. Porteur d'un déficit immunitaire, avoir une neuropathie autonome, une vessie neurologique, avoir un IMC élevé. Je parle de la population générale, avoir des vaginites récidivantes, avoir une activité sexuelle chez les femmes, d'où le pic, voilà. Avoir une hypertrophie de la prostate chez l'homme ou un prolapsus génital chez la femme. Ça, c'est dans toute la population. Voilà. Qu'en est-il dans la population diabétique? Il y a des facteurs qui se surajoutent. On va en reparler, de la durée du diabète, le mauvais contrôle glycémique, l'existence d'une microangiopathie, d'une rétinopathie très proche. L'hypertension, il y a eu une association démontrée avec les patients diabétiques hypertendus, ceux qui sont traités par l'insuline, ceux qui ont une néphropathie et un IMC supérieur à 30. Et j'ai marqué la glycosurie avec un point d'interrogation. Je ne vais pas déflorer mon sujet. Alors pourquoi il y a plus d'infections urinaires chez le diabétique? On vient d'en parler. Il y a les troubles vésico-sphinctériens, vous savez qu'ils sont fréquents. Et donc la prévalence, elle est probablement très sous-estimée. Peut-être parce qu'on n'interroge pas assez nos patients, on ne s'y intéresse pas assez. Mais la prévalence est estimée, vous voyez, autour de 50%. Un peu plus dans le diabète de type 1. Avec un rôle très important de la neuropathie diabétique, bien entendu. Donc il y a deux types de gros troubles vésico-sphinctériens. Les troubles de remplissage de la vessie et les troubles de vidange. Bon, je ne vais pas insister. Il faut dire que tous les patients qui ont des troubles vésico-sphinctériens ont plus de risques d'infection urinaire. Mais néanmoins, pas de dépistage systématique
sans symptomatologie d'infection urinaire. Alors, quand même, je voulais vous montrer, puisque je vous ai dit que la bactérie asymptomatique n'est pas liée à l'hémoglobine glyquée, mais l'infection urinaire, elle l'est. Et on voit, vous voyez ici dans cette étude, tout à fait intéressante, qui a montré que c'est le pourcentage de femmes avec une infection urinaire sur 12 mois en fonction du taux d'hémoglobine glyquée. Indéniablement, plus l'hémoglobine glyquée est élevée, plus il y a un risque d'infection urinaire. C'est quand même la cohorte, une cohorte hyper connue pour les diabétologues, c'est la cohorte des CCT et DIC. Donc, c'est les diabétiques de type 1 qui ont été suivis pendant très longtemps. Voilà. Donc oui, moins on est bien équilibré, enfin plus on est mal équilibré, et plus on est diabétique. Voilà. Donc vous avez ici effectivement l'hémoglobine glyquée, encore qui sort effectivement sur cette différence, que ce soit chez les hommes ou les femmes. La durée du diabète, dont ils ont été analysés dans cette étude entre moins de 10 ans versus plus de 10 ans, ben, c'est significatif, c'est-à-dire que quand on a un diabète depuis plus de 10 ans, on a quand même un risque plus important de faire des infections urinaires. Et puis le BMI, c'est une population indienne, c'est pour ça qu'on a sans doute un BMI un peu plus bas que ceux auxquels on est habitué. Alors, là, quand même, la question, c'est est-ce que l'amélioration du contrôle glycémique s'accompagne d'une diminution des infections urinaires? Alors, le registre danois, vous savez que les Danois, le professeur Vaudusseau vous a montré un registre aussi du nordique tout à l'heure, donc les Danois, ils sont très forts en registre, et donc là, ils ont enregistré effectivement des patients qui sont passés d'antidiabétiques oraux vers l'insuline. Et ils ont vu leur prévalence, leur incidence d'infection urinaire donc, sur l'année. Et vous voyez, ils font 16% d'infection urinaire, on change, on les met à l'insuline, on améliore leur hémoglobine glyquée qui perd quand même 1,5 point, bah, ils font toujours autant d'infection urinaire. Il n'y a pas que l'équilibre glycémique. Voilà. Alors pourquoi, en fait, juste une seule diapo pour la physiopathologie? Vous savez que pour favoriser les infections urinaires, c'est l'adhérence des bactéries aux cellules uroépithéliales. Et bien, on a pu montrer que cette adhérence était plus importante chez les femmes en dehors du diabète, hein, qui faisaient des infections urinaires par rapport aux femmes qui faisaient des infections urinaires récidivantes, par rapport aux femmes non diabétiques qui ne faisaient pas d'infections urinaires récidivantes. Et pareil, on a pu montrer que chez les femmes diabétiques, donc in vitro, dans les cellules uroépithéliales, il y avait une meilleure adhérence des bactéries aux cellules uroépithéliales des femmes diabétiques. Et ceci de façon indépendante de l'âge, du statut ménopausique et des complications, mais directement dépendant de l'équilibre glycémique. Et c'est effectivement l'adhérence de la bactérie là. Voilà. Alors, l'infection urinaire, ça peut donner des complications graves quand même. Hein. Donc, on a la pyélonéphrite, qui est l'infection du haut appareil. Ça peut donner bactériémie. Ça peut donner sepsis avec un choc septique, entraîner une insuffisance rénale et puis une décompensation du diabète. N'empêche que quand on sait tout ça, eh bien, les recommandations de la Haute Autorité de Santé nous disent bien que les facteurs de risque de complications d'une infection urinaire sont la grossesse, une anomalie organique ou fonctionnelle de l'arbre urinaire, l'insuffisance rénale sévère, DFG inférieur à 30, hein, l'immunodépression grave, plus de 75 ans, ou supérieur à 65 ans, mais avec 3 critères, donc qui sont des critères de fragilité, et que le diabète, de type 1 ou 2, n'est pas un facteur de risque de complications. Bon. Donc ça voudra dire qu'il n'y aura pas de prise en charge différente a priori. Donc quand même, je voulais vous montrer cette diapo sur les formes rares gravissimes, hein, heureusement, cystite et pyélonéphrite emphysémateuse. Bon, c'est un cas clinique qui a été décrit dans le Lancet. C'était une femme de 50 ans avec un diabète très déséquilibré et qui a fait effectivement, on voit très bien, une pyélonéphrite, une cystite et une pyélonéphrite emphysémateuse. Bon, malheureusement, elle est décédée. Et en fait, dans la littérature, c'est quasiment, il n'y a pratiquement aucun cas en dehors des femmes diabétiques avec un diabète déséquilibré et âgé. Ça justifie quand même, quand le tableau est grave, hein, de faire devant toute pyélonéphrite avec signe de gravité une échographie ou un scanner, mais on va en reparler. Et les formes récidivantes, d'abord la définition, qu'est-ce que c'est? Il faut se mettre d'accord, c'est 2 infections urinaires symptomatiques en 6 mois ou 3 infections urinaires symptomatiques en 12 mois. Et donc, oui, est-ce que les personnes diabétiques font plus d'infections urinaires récidivantes? Oui. Le risque relatif est de à peu près entre 1,5 et 3,5 selon les études. Mais
et c'est bien écrit partout, la durée du traitement antibiotique supérieure à 5 jours n'est pas corrélée à moins de récidive. C'est-à-dire que quand on traite une personne pour une infection urinaire, plus de 5 jours, on n'a pas plus de chances pour qu'elle ne récidive pas derrière, si de toute façon, elle récidive. Alors, quels sont les germes impliqués dans les infections urinaires chez les patients avec un diabète? En gros, le message, c'est que le spectre des germes est non différent par rapport à la population non diabétique. C'est essentiellement de l'Escherichia coli et des Klebsiella. Ce qu'on peut dire, c'est que quand c'est des affections urinaires nosocomiales, il y a plus de Klebsiella et plus de résistance. Mais enfin, là, on n'est pas très surpris pour le plus de résistance. Et quand même, il faut parler de l'infection urinaire à Candida, qui est quand même plus fréquente et bien sûr favorisée par les antibiotiques. Bon, l'antibiorésistance, alors, on ne va pas regarder étude par étude, vous regardez à droite. Et donc, effectivement, le risque de résistance est quand même plus important dans la population diabétique, même s'il y a eu des études qui vont un peu dans tous les sens, mais la plupart, quand même, montrent une résistance plus importante, probablement aussi parce que les patients diabétiques ont eu plus d'antibiotiques préalablement. Donc, finalement, ça va déboucher sur les traitements. Alors, les traitements, je me suis basée sur les 3 recommandations qui sont en cours. La Haute Autorité de Santé, qui avait validé, donc ça a été écrit en novembre 2016, mis à jour en 2021, puis en juillet 2024. La Société de pathologie infectieuse de langue française, en bas à gauche, donc qui a parlé des cystites, des pyélonéphrite et des cas de l'homme, et puis les recommandations européennes. Donc ce que je vous montre est basé uniquement sur ces recommandations. Elles sont d'accord entre elles. C'est pas mal. Dans le traitement de la cystite chez la femme, donc cystite aiguë, aucun facteur de risque de complication. Je vous rappelle que le diabète n'est pas reconnu comme facteur de risque de complication. Donc le diagnostic, il est clinique. C'est les brûlures mictionnelles ou l'urgenturie. On fait une bandelette, on recherche leuco, nitrite, et on ne fait pas de CBU. Et on met un traitement de première intention. Donc phosphomycine, trométadol, donc monuril chez nous, 3 grammes en une prise unique. Ou en deuxième intention, le pivmécilinam, 400 mg 2 fois par jour pendant 3 jours. Donc, chez nous, en France, c'est possible, le pharmacien peut faire cette prescription, peut faire la bandelette et la prescription. Et on ne fait pas de contrôle ECBU, sauf si persistance des signes ou réapparition dans les 4 semaines. Alors, si c'est aigu, à risque de complications. Je vous les ai remarqués, de façon, parce que je les ai fait brièvement tout à l'heure, je vous rappelle que le diabète n'en fait pas partie, mais la grossesse, bien sûr, et puis les autres cas qui sont cités. Là, il faut faire un ECBU. Et ce qu'on appelle un ECBU positif, c'est quand la leucocyturie est supérieure ou égale à 10 puissance 4, et pour les germes, donc le seuil chez la femme pour les Escherichia coli, c'est 10 puissance 3 chez la femme et chez l'homme, et pour les autres bactéries, c'est 10 puissance 4 chez la femme et 10 puissance 3 chez l'homme. Alors, donc ça, si on est confronté à une cystite aiguë avec un risque de complication, le traitement de préférence, puisqu'on a fait le CBU, c'est d'attendre. Mais s'il ne peut pas attendre, eh ben, on met un traitement probabiliste, donc nitrofurantoïne, 100 mg 3 fois par jour, 7 jours. Ou bien, deuxième intention, phosphomycil trométamol, 3 grammes, J1, J3, J5. Et puis, dans le traitement, effectivement, différé à privilégier, en première intention, c'est l'amoxicilline, 1 gramme 3 fois par jour, 7 jours. Ou bien, deuxième intention, troisième intention, vous voyez apparaître les noms des molécules. Donc, on est d'accord, cystite, 7 jours. Traitement de la pyélonéphrite. Alors là, la pyélonéphrite, on change de registre. En général, on met une antibiothérapie probabiliste juste après, bien sûr, avoir fait un ECBU, dans l'attente de l'antibiogramme. Il est recommandé de mettre soit de la ciprofloxacine ou de la lévofloxacine. Et puis, si le patient doit être hospitalisé, alors on peut lui mettre en injectable, donc la ceftriaxone. Et puis, il est recommandé de faire une échographie rénale sous 24 heures, surtout si le patient est hyperalgique. Et puis, de toute façon, il faudra en faire une si l'évolution n'est pas favorable après 72 heures d'antibiothérapie. Et il faut refaire le CBU. Après, on adapte à l'antibiogramme, on réévalue systématiquement la situation clinique à 72 heures et le traitement est 10 jours. Et si tout va bien, on ne refait pas de contrôle ECBU. Alors, chez l'homme, il faut d'emblée rechercher des signes évocateurs de prostatite
Donc les douleurs périnéales, urétrales ou rectales intenses, hein, indépendantes de la miction. La dysurie, on recherche une rétention d'urine, puis on recherche des signes pyélonéphrite, bien sûr, comme toujours, des douleurs lombaires, des signes généraux. On fait la bandette urinaire, voilà. Et donc, je vous rappelle qu'on peut potentiellement avoir une bandette urinaire, en particulier des nitrites négatifs. Et puis, on fait un ECBU chez l'homme. Donc, la conduite à tenir est différente. On fait une échographie des voies urinaires sous 24 heures s'il a de la fièvre, s'il a une suspicion de rétention ou de lithiase. Ça ne fait pas le diagnostic de prostatite. Les urologues disent que la prostatite, c'est le toucher rectal, c'est le meilleur examen pour diagnostiquer une prostatite et pas l'échographie. Voilà. Et puis, on met ciprofloxacine ou lévofloxacine. Et sauf si le patient a eu du fluoroquinolone dans les 6 mois, parce que le problème des résistances dont on parlait tout à l'heure. Et puis, le traitement, alors, 3 types de traitements. Si c'était peu symptomatique, 7 jours. Si c'était franchement symptomatique, 14 jours. Et si c'était un patient qui avait une neuropathie non corrigée sous-jacente, un calcul en place, 21 jours. Un petit mot sur le traitement préventif des infections urinaires récidivantes. Il faut boire, hein, voilà. Il faut penser à régulariser le transit intestinal, surtout chez les femmes. Il faut arrêter les spermicides, c'est des conseils pratiques. Hein. Il faut aller uriner quand on a envie, voilà. Eh bien, les recommandations internationales disent que oui, la canneberge, c'est bien. Voilà. Alors, chez les diabétiques, évitez dans le jus. Ça se prend pas, ça existe sous de gélules. Hein. Et puis, ne jamais oublier chez les femmes qui sont ménopausées les œstrogènes locaux, à condition qu'elles n'aient pas de contre-indication, mais ça marche très très bien parce que le tiers inférieur de l'urètre est œstrogénodépendant. Alors, un petit mot juste pour finir, les infections urinaires et les ISGLT2. Vous savez que les ISGLT2, ils sont largement prescrits. Et de plus en plus pour leur effet tout à fait favorable sur le plan rénal et cardiovasculaire dans le diabète de type 2. En néphrologie et en cardiologie, en dehors de la diabétologie, ils sont aussi prescrits. Hein. Et ils augmentent la glycosurie, c'est même leur mécanisme d'action. Et au début, les premières études ont montré une nette augmentation des infections urogénitales. Et puis, il y a eu des tas d'études successives. Et finalement, la dernière, qui a été publiée en août 2025, donc c'est la dernière toute récente, hein, mais la méta-analyse de Youssouf, publiée dans Endocrine, et qui montre que sur 98 essais randomisés contrôlés, 91 758 patients quand même, hein. Alors, l'augmentation des infections génitales, c'est sûr, c'était que confirmé. De toute façon, nous, notre pratique quotidienne, on est d'accord, hein, ça augmentait les infections génitales et d'au moins 3 à 4. Et par contre, l'augmentation des infections urinaires, ben, finalement, c'est beaucoup moins certain. C'est même considéré comme quasi inexistant, quel que soit le sexe, quels que soient les traitements, et quelle que soit la durée du traitement antidiabétique, hein, enfin les glyphosines. Et donc, les recommandations nous disent qu'un antécédent d'infection urinaire non compliquée n'est pas une contre-indication à la prescription d'un ISGLT2, qu'il n'y a pas d'indication à faire un ECBU avant de commencer un traitement, même en cas d'antécédent d'infection, qu'il est possible de démarrer un traitement par ISGLT2 chez un patient qui a une infection urinaire simple traitée, et qu'en cas d'infection urinaire récidivante ou de pyélonéphrite, ben, il n'y a pas de consensus. Voilà. Et donc, il y a eu une recommandation de tous les pays Asie-Pacifique. Là, eux, ils disent qu'il serait souhaitable d'attendre 1 an sans infection urinaire pour commencer ou reprendre le traitement chez des gens qui ont eu des infections urinaires récidivantes. C'est-à-dire, je vous rappelle, hein, c'est au moins 3 dans l'année, ou un antécédent de pyélonéphrite. Voilà, donc en conclusion, les infections urinaires sont très fréquentes chez les patients qui vivent avec un diabète, surtout les femmes, mais aussi les hommes, surtout quand ils vieillissent. Il ne faut pas chercher ni traiter une bactériurie asymptomatique, parce que sinon on crée des résistances en fin de compte. Il faut traiter toutes les autres infections urinaires selon les recommandations que je vous ai données. Attention, il peut toujours y avoir des formes graves. Pensez chez l'homme au risque de prostatite, et puis intérêt quand même de la prévention par l'hygiène de vie et éventuellement des compléments. Et je vous remercie.